Chers internautes de Dabaro TV, bienvenue sur ce numéro de votre émission Déballage. Comme vous le savez, depuis bientôt quelques mois, les Béninois sont désormais habitués à une nouvelle appellation, les ministres conseillers. Les ministres conseillers ont été nommés le 11 décembre 2024. Un collège de 12 ministres conseillers a été installé par le chef de l'État. Quel est leur rôle? Quelle est leur fonction dans l'appareil étatique du Bénin? Nous allons le savoir davantage parce que nous sommes avec un ministre conseiller, celui qui est chargé à la justice et aux relations extérieures. Il s'appelle Gilbert Déou Malé. Monsieur le ministre conseiller, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait d'être le premier à occuper un poste dans l'histoire du Bénin. Merci bien. Je voudrais à l'entame saluer tous ceux qui nous suivent. Comme vous le dites si bien, c'est la première fois que j'interviens ici. Oui. Ça fait plaisir. Merci. Je voudrais aussi vous féliciter par rapport à tout ce que vous faites pour mettre tous les Béninois au même niveau d'information par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. C'est à votre actif. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous l'avez dit, le chef de l'État a bien voulu nous faire confiance. Nous sommes au nombre de 12 pour l'accompagner donc dans la mise en œuvre du PAG. Et ceci à travers notre modeste personne. Nous avons été installés, comme vous le dites là, en décembre dernier. En dehors de tout ce que le chef de l'État lui-même a dit, ce qui est plus important, c'est que un ministre conseiller chargé donc d'aller au contact des populations, de leur expliquer ce qui se fait par le gouvernement et son chef, et aussi, surtout, recueillir les ressentis des populations que nous remontons au gouvernement pour des éventuels ajustements. Parce que tout ce que le chef de l'État et son gouvernement, tout ce qu'ils font, c'est pour le bien-être des populations béninoises. Absolument. D'accord. Alors, vous avez déjà dit le rôle qui est le vôtre, mais je reviens à ma question. Vous, en tant que Gilbert Déou Malé, quel est votre ressenti de savoir qu'une telle responsabilité vous est confiée? D'abord, je me bats dans le pays en tant qu'homme politique il y a des années. Oui. Ça suppose que j'ai fait l'option d'apporter ma pierre à l'édifice par rapport au développement de notre pays. Absolument. Donc, c'est un plaisir pour moi d'occuper ce poste-là. Alors, vous chapeautez deux différents portefeuilles. Vous parlez de justice, vous parlez également de relations extérieures. Et quand nous parlons de justice, le Bénin n'a pas chômé. Sa justice n'a pas chômé depuis 2016 que le chef de l'État est là. Il y a eu des réformes partout, mais il y en a eu également et suffisamment dans le secteur de la justice. Dites-nous, quelles sont les réformes majeures que vous notez depuis 2016 à ce jour? Il faut simplement dire globalement que, puisque le chef de l'État lui-même a mis son mandat sous les réformes, et comme vous l'avez si bien dit, c'est le secteur de la justice et celui des affaires étrangères n'ont pas échappé donc à ce principe-là. Oui. Dans l'introduction, j'ai dit que tout ce que fait le président Patrice Talon, c'est pour le bien-être donc des populations. Et quand on parle de justice, c'est un appareil, c'est une institution qui permet aux justiciables de se sentir à l'aise dans leur pays. Donc, quand on se sent à l'aise et qu'on est en sécurité, on peut produire de la richesse. Voilà pourquoi les réformes ont cherché donc à cibler rien que le justiciable. Alors, il y a plusieurs réformes, comme vous l'avez dit, mais je souhaiterais qu'on aborde les impacts de ces réformes-là. D'accord. Ça va être beaucoup plus accessible à la population. Okay. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas dit, mais je crois que c'est ce que vous voulez dire, vous ne l'avez pas dit, les populations estiment ou pensent, ou du moins une frange de la population fait penser que au niveau de la justice au Bénin, elle est sous ordre, au niveau de la justice au Bénin, elle est trop dure, que les réformes ont contraint les Béninois à un certain mutisme. Vous n'avez pas cette impression? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il en est de façon Lorsque dans un village, par exemple, le patriarche décide d'interdire les viols, c'est normal que les hommes violeurs s'en offusquent. C'est clair. Lorsque dans un village, on décide d'interdire le vol, ceux qui vivent du vol ne peuvent que s'en offusquer. D'accord. Aujourd'hui, la justice béninoise est au service du justiciable. Ça suppose quoi? Il y a des lois
qu'il faut respecter. D'accord. Et ceux qui décident délibérément d'enfreindre la loi s'exposent aux représailles. Et nous sommes près de 13 millions. Pourquoi c'est une infime population, une partie de la population? Alors, vous avez des données qui prouvent que c'est une Mais infime est-ce qu'il y a population? 13 millions de Béninois en prison? Non, il n'y a pas 13 millions. Est-ce qu'il y a 10 millions de Béninois en prison? Une fois qu'un Béninois est en prison, est-ce qu'il y a 5 millions de Béninois en prison? Une fois qu'un Béninois est en prison, c'est toute une chaîne qui est impactée par cet individu qui Voilà est privé de pourquoi sa liberté. je suis Il a une entièrement d'accord femme, avec vous. il a Je des suis parents, il a des entièrement amis. d'accord avec vous. Voilà pourquoi, Oui. quand on en est conscient, on prend ses précautions pour ne pas se retrouver en prison et mettre à mal tous ceux qui comptent sur vous. Oui. Parce que aller en prison suppose que vous avez été jugé Oui. par rapport à des faits. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté la loi. Oui. Que vous soyez contre Oui. ou pour la loi, Oui. une fois elle est devenue une loi, Oui. vous êtes contraint, obligé de la respecter. Parce que si ça ne se fait pas comme ça dans un pays, les gens risquent d'aller dans toutes les chambres et aller même assassiner les gens. C'est parce qu'il y a la loi, il y a les représailles que... Mais une loi, c'est quoi? Quand on prend une loi dans un pays, c'est pour régler un problème. Alors, c'est pourquoi, c'est parce qu'on veut décourager un certain nombre de choses qu'il faut donner de façon aussi, permettez-moi le terme, aussi facile, 20 ans de prison, 10 ans de prison. Non, dites ce que vous voulez dire. Vous Oui. parlez de la justice en général. Oui, de la Vous justice parlez en de général. ceux qui ont enfreint Oui. aux lois, Oui. les voleurs, Oui. les bandits, Oui. les gaïmans. Mais est-ce qu'ils ont respecté la loi? Oui, mais... Maintenant, si vous voulez spécifier, allons directement à cela. Oui, nous sommes toujours de façon sur le plan général parce que nous avons vu, comme vous l'évoquez, les cybercriminels qui sont appréhendés, même si ils font une manœuvre qui n'est pas normale, ils sont des Béninois. Est-ce qu'on est d'accord? Ils sont des fils et filles du Bénin qui doivent contribuer au développement du pays. Est-ce que toujours c'est de sanctionner à la plus grosse rigueur qui amène les gens à dissuader? Et si on va en parler, les gaïmans, on en arrête tous les jours, malgré la distribution des peines d'emprisonnement qu'on fait, et ça n'a pas cessé. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que la justice soit aussi dure avec cette catégorie, pour ne citer que celle-ci, ça n'arrête pas? Est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie, voir dans quelle mesure revoir les sanctions et penser à une rééducation, à une réorientation de ces jeunes-là? Par exemple, si on prend le cas des cybercriminels, avant qu'on aborde un autre aspect. Vous voyez comment je suis resté calme. Oui. Quand je vais commencer par répondre, je vous prie de rester calme. Je le serai. Alors, tant que ce que vous dites obéit à tout ce qui est norme en termes de... Mais ce que vous aviez dit, ne tient pas la roue. Pourtant, je suis resté calme pour que les populations vous écoutent. C'est vous qui l'estimez. Parce que ce que je dis, c'est ce que les populations ressentent, c'est ce que les populations ressentent. Et moi, je ne suis qu'une porte-voix de ces populations-là. Je vous félicite pour avoir été désigné par les populations. Mais j'estime. Mon rôle de journaliste me le confère. Vous avez prêté serment respecté. Oui. Vous avez dit oui. que vous me laisserez répondre. Oui. Laissez-moi répondre. Allez-y. Est-ce que dans un pays, oui. de vous à moi, pour décourager les malfrats, il faut les cajoler? Puisque c'est ce que vous dites exactement. La justice est trop dure et les gars, sont là, ils sont condamnés, mais ça continue. Est-ce que le fait de les condamner est à la base de la continuation? Je crois que non. Il n'est pas question de faire 2 poids, 2 mesures. La loi est claire. Et vous saviez, avant d'enfreindre la loi, vous subissez. Mais lorsqu'on est complaisant devant l'application de la loi, on sème un désordre total dans le pays. Le pays sera ingouvernable et les hommes même vont fuir le Bénin. Il n'est pas question que quoi que ce soit vienne faire reculer la justice par rapport à la mise en œuvre de ce qui vous convient quand vous avez enfreint à la loi. Ça ne s'invente pas au gré du vent. C'est déjà établi. Oui. Que lorsqu'on fait ci, voilà ce que vous attend. Oui. Et vous le saviez avant de le faire. Oui, et ne revenez pas jouer à la victime. Monsieur le ministre. Donc, oui. Je vous ai dit que la justice, oui. est au service des justiciables. Il faut une justice. Oui. Mais la liberté elle-même, c'est quoi? La liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté, c'est avoir la capacité de respecter ce qui ne doit pas se faire. Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce n'est pas parce que vous êtes libre
que vous devrez empêcher les autres d'être libres. Ce que je Par dis, rapport à ça, oui, la justice donc vient... J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Il faut que je resitue le débat. Et lorsque la loi prévoit une sanction pour des personnes qui ont enfreint, qui ont commis des crimes, il y a une fourchette qui est donnée. On dit est passible de peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans, telle personne qui aurait fait ci. Pourquoi on a l'impression que dans cet élan, vous semblez le confirmer, dans cet élan, on donne la peine maximale pour la plupart du temps. Pourquoi ne pas donner la peine minimale dans l'optique de dire, bon, voilà, ce sont des Béninois, lorsqu'ils sont derrière les barreaux, ils ne participent pas au développement du Bénin, au contraire, c'est le Bénin qui les nourrit encore. Ce qu'on va faire, on les sanctionne un peu et on les rééduque. Moi, je pense plutôt à une justice qui tient dans une main une carotte et à l'autre main la chicotte. Et à chaque fois, elle peut chicoter, elle peut également donner de la carotte. Vous ne pensez pas que cette justice sera mieux pour nous, les Béninois, pour le développement du pays? Lorsque vous savez que, une fois vous portez en torse à la justice, voilà ce qui vous attend, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout pour ne pas tomber sur le coup de la loi. C'est plus facile que tout ce que nous disons. Oui. Vous venez de dire ce que les Béninois doivent faire, oui, pour être en paix, en sécurité, oui, pour créer de la richesse. Oui. Mieux. Oui. Mieux. Il n'appartient pas, parce que nous sommes dans un état de droit où les pouvoirs sont séparés, il n'appartient pas au gouvernement d'orienter les magistrats quand ils sont dans leur rôle. Donc les magistrats, oui, seuls peuvent apprécier pourquoi ils ont donné tel ou tel nombre d'années à tel ou tel malfrat ou criminel. Vous avez pourtant parlé qu'on ne doit pas avoir de la complaisance. Bien sûr. Voilà. Mais le magistrat, oui, dans son rôle, devrait oublier son origine. Bien sûr. Et apprécier les faits qui lui sont présentés. Dans une certaine impartialité totale. Donc vous n'avez pas l'impression que vraiment les décisions qui sortent, les condamnations qui sortent sont sévères vis-à-vis des incriminés. Je ne pense pas, parce que les condamnations replétent le niveau et la gravité de ce qui est fait. D'accord. Donc, je n'ai pas, oui, d'appréciation, d'appréhension par rapport à ça. Pour vous, pour moi, la justice fait son travail, oui, et nous les hommes, on en tire leçon. D'accord. Lorsque vous savez que dans votre pays, les magistrats sont sévères, vous prenez vos précautions pour ne pas vous retrouver devant ces magistrats-là. Et nous sommes conscients également. Alors, vous serez vous-même, les Béninois, à dire qu'il y a de la complaisance dans les jugements. Oui. On n'est pas complaisant, on est exigeant, et vous êtes les premiers à dire les magistrats sont libres de ce qu'ils font. Oui. Et ils en sont conscients, ils ont prêté serment pour ça. Oui. Le pays n'est pas un lieu d'amusement où, quand Pierre arrive, bon, ce n'est pas à la tête du client que ça se fait. Je dis que les magistrats apprécient les faits. On analyse les faits. Les faits qui leur sont présentés. Oui. Et par rapport à la gravité, ils essaient de voir. Tous les prisonniers n'ont pas 20 ans. Non, pas tous. Allez droit au but. Allez droit au but. Je sais là où vous voulez que je vienne et j'en viendrai. Nous avons des hommes politiques, des personnalités politiques tels que Régué Amadougou, Joël Aïvo, et tout récemment, à la note s'est ajouté Olivier Bokor, Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, qui, comme je le disais tout à l'heure, ont tous presque eu 20 ans d'emprisonnement face à des faits qui leur sont reprochés. Et c'est là, je reviens dans cette question de dures sanctions. Selon plusieurs Béninois, ces sanctions sont très dures. Moi, je voudrais plutôt apprécier la qualité, oui, de ceux qui sont mis en cause. D'accord. C'est vrai, ça fait mal. On a des grincements quand un proche derrière les barreaux comme ça pour plusieurs années. Oui. Mais c'est comme dans la tradition, lorsque quelqu'un commet un crime sur un individu, je prends le cas des foyers, où le viol, par exemple, est un crime. Oui. Et le violeur est derrière les barreaux, et les parents du violeur estiment que c'est la femme qui a enfermé leur enfant. Vous pensez que c'est logique? Non, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est ce que l'enfant fait
qui l'a amené en prison. Oui. Parce que la fille, la dame qui a été violée, elle est victime. Oui. Elle est enfant de quelqu'un. Oui. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. J'estime qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui sont en prison, il y a des faits précis qui leur sont reprochés. Absolument. Et c'est par rapport à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Moi, j'estime plutôt que lorsqu'on va plaider pour quelqu'un, il faut aller honnêtement. Il faut dire les faits comme ils se sont déroulés. Et demander maintenant autre chose. Oui. Mais lorsque, parce qu'on est de l'opposition, on essaie donc de présenter autre chose que la réalité, alors qu'on est conscient qu'on est en train de mentir. Vous savez, deux personnes comme vous et moi, nous ne pouvons pas nous mentir au même moment. Parce que moi qui vous parle, si je sais que je suis en train de mentir, vous pouvez ne pas le savoir. Bien sûr. Mais celui qui parle, c'est qu'il ment. Oui. Ceux qui estiment aujourd'hui que nos compatriotes qui sont en prison l'ont été parce que c'est des hommes politiques, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honnêtes. Ils contribuent donc à créer de troubles dans le pays. Je suis d'accord avec vous, et vous avez bien utilisé le thème, des hommes politiques sont en prison aujourd'hui. Oui. Mais nous n'avons aucun détenu politique. Bon, ça, c'est... Je dis ça, devant tous les Béninois que nous avons des hommes politiques en prison. Il va falloir qu'on fasse la clarification des concepts, alors. Voilà. Terre à terre. Oui. Des hommes politiques sont en prison. Oui. Mais nous n'avons aucun détenu politique. D'accord. Et ça, je voudrais que nos compatriotes de l'opposition le sachent. Je suis, moi, Déou Malé Gilbert, homme politique. Mais si je me retrouve en prison, ou bien devant les magistrats, pour vol, pour détournement, par exemple. Quand on m'envoie en prison, je suis un homme politique en prison. Et non un détenu politique. Et non un détenu politique. Je n'ai pas été mis en prison parce que je fais la politique. Mieux, il ne faut pas penser que les Béninois, politiciens comme moi, doivent porter donc ce manteau d'homme politique pour commettre des impairs et revenir demain jouer à la victime. Non. Alors, être un homme politique n'est pas un passeport pour troubler le pays. D'accord. J'estime que ceux que vous avez cités, mais au début, prenons le cas de Rekia Madou, qui était dans une course pour la présidentielle. Ce n'est pas ça qui l'a amené en prison. Interrogez un peu les documents, vous verrez que ce n'est pas ça qui l'a amené en prison. Parce que je n'ai pas fini. Parce que nous connaissons d'autres hommes politiques qui sont plus virulents qu'elle, mais qui ne sont pas en prison. Exemple. Mais Azanaï, tous les jours que Dieu fait, Azanaï ne fait que nous attaquer. Donc ça veut dire que ce que Azanaï dit est vrai, c'est pourquoi vous ne... Je n'ai pas parlé de vrai. Vous ne l'attaquez pas, oui. On ne doit pas arrêter quelqu'un parce qu'il est contre le gouvernement. Donc, quand il dit quelque chose qui ne va pas, il appartient au gouvernement de montrer que c'est faux. Mais il ne va pas en prison pour ça. Non, mais Azanaï aujourd'hui utilise des mots très durs. Ce n'est pas une pour qualifier vous me rejoignez comme ça. Donc ça veut dire que tout ce qu'il dit est vrai. C'est pourquoi vous ne réagissez pas. Pourquoi vous voulez me faire... Pourquoi vous voulez interpréter autrement ce que je dis? Vous pouvez demander que je vous donne un exemple d'un politicien qui n'est pas de la mouvance et qui n'est pas en prison. Et j'ai donné le cas d'Azanaï. Pourquoi vous estimez que ce qu'il dit est vrai? Non, mais s'il n'est pas en prison, ça veut dire que tout ce qu'il fait... Ça voudra dire alors que... conforme à la loi. Ça voudra dire alors que... Bien sûr. Ah bon? Conforme à la loi ne signifie pas que c'est vrai. Mais il s'attaque des fois aux vêtements... Quelle est la loi qui dit au Bénin qu'il ne faut pas s'attaquer au gouvernement? Il n'a pas enfreint la loi en attaquant le gouvernement. Mais lorsqu'il sort des trucs, des choses qui peuvent troubler la quiétude, il sera interpellé. Et rapidement. Bien sûr. Lorsque il décide de faire un coup d'État, parce qu'il estime que la gouvernance n'est pas bonne, mais il sera inquiété. Parce que quand la gouvernance n'est pas bonne, ce n'est pas par les coups d'État qu'il faut régler. Voilà comment il faut faire. Donc, je reprends pour dire que nous avons des hommes politiques en prison, mais nous n'avons pas de détenus politiques en prison. Parce qu'aucun n'a été jugé parce qu'il est un homme politique. Mais vous êtes un homme politique, vous commettez des impairs, vous répondez par rapport à ce que vous avez fait. Alors, au début, et c'est là où c'est marrant, au début, quand il était question de ces deux, je veux parler de nos sœurs, Kia et Joël, nos amis d'enfance ont commencé à dire exactement ce que vous dites là à la population. Que c'est parce qu'ils sont contre talent qu'ils ont été enfermés. Mais quand Olivier Boko et Oswald Omiki ont rejoint les rangs, on ne les a pas entendus. C'est pas sérieux, ils sont pas mal, ils sont pas honnêtes. Selon vous, ils devraient faire quoi? Ils devraient dire que c'est parce qu'ils sont contre talent qu'ils sont en prison.
Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Donc, c'est clair. Non, mais si... donc, le fait qu'ils soient en prison n'est pas parce qu'ils sont contre Talon. C'est tout ce que je voudrais démontrer. Parce que quand on présente ça comme ça, c'est comme si la justice poursuit ceux qui sont contre le régime en place. Mais Olivier Bokor n'est pas n'importe qui dans ce régime-là. Pourtant, il est en prison. Donc, ce n'est pas ceux qui sont contre Talon qui sont en prison. Mieux. C'est la preuve que la justice est libre. Impartial. C'est ça. C'est à cela que je voudrais aboutir. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, il n'est pas n'importe qui. Et si la justice était sous ordre, le chef de l'État pouvait dire, c'est mon ami, laissez-le. Mais il ne l'a pas dit. Il a laissé la justice faire son travail jusqu'au bout. Et on en est là. J'estime que c'est parce que nos adversaires, nos amis d'en face, sont à bout d'idées qu'ils n'ont pas pu lever le petit doigt quand ces deux-là ont rejoint les rangs. Ça suppose simplement en conclusion que ceux qui sont en prison ne le sont pas parce qu'ils sont contre le régime, mais parce qu'on leur reproche des faits qu'ils ont été incapables de justifier. D'accord. Bien, nous avons vu dans ce pays des mouvanciers bontins, députés à l'Assemblée nationale, en exercice, qui ont été interpellés par la justice parce qu'on a compris qu'ils ont des fonds sur leur compte. Oui. Si c'était un opposant, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'on traque les gens jusque dans leur maison. Vous voyez que ce n'est pas honnête. Mais le monsieur a justifié. C'est fond. Et il est libre de ses mouvements. Quand vous n'arrivez pas à justifier, quand vous n'arrivez pas à justifier, il n'y a pas d'est-ce que, quand vous n'arrivez pas à justifier, la loi vous colle ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, notre pays a l'avantage donc d'avoir une justice impartiale qui n'est pas sous ordre. Oui. Nous respectons la séparation des pouvoirs au Bénin. Oui. Alors, quand on parle de justice, ce que nos adversaires disent souvent, que c'est pour envoyer les opposants en prison que la criette est née. Oui. Ça fait partie donc de nos réformes majeures. Aujourd'hui, cette juridiction-là, contrairement à ce qu'ils disent, est venue sauver les Béninois. Ah oui. Combien de fois vous avez vu les paysans de chez moi, à la criette? Il est à chercher quoi? C'est bien possible. Mais je dis comme je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Oui. Mais vous ne les avez pas vus. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les paysans n'y vont pas parce que on ne fait pas peut-être une couverture médiatique, ça ne coupe pas les rues. Pourquoi c'est sur certains individus seulement que vous faites cette couverture-là? C'est peut-être parce qu'eux sont des hommes politiques, justement, ils ont une certaine audience. Les paysans, il n'y a pas de politiciens parmi les paysans? Non, mais si un paysan est aussi populaire, il va là, on va en parler certainement. Et on parle également des affaires qui n'ont peut-être aucun lien avec la justice et qui n'ont aucun lien avec la politique. Ou des hommes politiques qui ne sont pas des hommes politiques, ou des agriculteurs, des confiants agriculteurs éleveurs, des violeurs également, on en parle. Merci de m'accompagner. J'ai dit donc que ce ne sont pas pour les hommes politiques que la criette est créée. Oui, c'est ce que je voulais démontrer. Et vous venez de donner de l'eau à mon eau. Oui, non, moi je ne suis pas un opposant. Moi je ne suis pas de ceux qui le disent. Donc je ne donne pas de l'eau à votre moulin. Si. Moi je suis dans une position où je voudrais lorsque ce que vous dites me semble être juste, je vais le valider. Je vais l'acquiescer. Je ne vais pas me mettre dans une position de ne pas voir ce qui est vrai. Et je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de réformes dans ce régime. Et au niveau de la justice, il y a également eu des réformes. Mais jusque les populations se plaignent de ce que les décisions de justice sont assez dures pour ceux-là qui... Je crois qu'on a fini de parler de ça. Donc c'est de ça que nous parlons. Ce que je dis, la criette n'est pas là pour pourchasser, persécuter l'opposition. Je suis d'accord avec vous. Et ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à la population. D'accord. Maintenant, puisque c'est la population qui vous a mandaté, bien sûr. Voilà, donc je m'adresse à la population. D'accord. Alors j'estime que la criette n'est pas là pour persécuter l'opposition. Oui. Voilà pourquoi je prends l'exemple de mon oncle qui est au village, un paysan, qui ne se retrouvera jamais dans cette posture-là, devant la criette. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État a estimé qu'il y a assez de fuites de capitaux. Les Béninois qui sont placés à des endroits donnés pour gérer les biens publics en font leur propriété. Et si on ne mettait pas fin à cela, ça va porter entorse au développement. Voilà pourquoi la criette est venue. Et quand vous voyez, c'est ceux-là qui ont commis des crimes économiques qui sont le plus souvent devant la criette. Alors, ça a permis donc de
fournir donc des ressources financières à l'État pour pouvoir donc booster le développement. Oui. Donc la criette n'est pas créée pour chasser les politiciens, mais la criette est là. Elle est venue éduquer les hommes politiques parce qu'au final, c'est les hommes politiques qu'on positionne à des endroits donnés comme ça pour gérer les biens publics. Et vous ne voyez pas aujourd'hui que le pays est en chantier. Le président Patrice Talon, en venant au pouvoir, n'est pas venu avec des conteneurs de sous. Il est venu trouver ces mêmes ressources. Les gens se demandent même, mais il y avait de l'argent comme ça dans le pays, et pourtant, depuis les indépendances, on était à ce niveau-là. Il est venu trouver justement là où il y avait les fuites et il a fermé le robinet. Monsieur le ministre conseiller, vous êtes très inspiré. On sent que vous êtes dans votre élément. Mais j'ai dit que le rôle du ministre conseiller... Vous avez maîtrisé votre portefeuille. Je suis très content des réponses que vous donnez. Le rôle du ministre conseiller, donc, c'est de présenter à la population le vrai visage de ce qui se fait contre ce que nous entendons dans la rue. D'accord. Alors, nous allons parler du code électoral. Vous savez, le code électoral qui ressort également de l'appareil judiciaire du Bénin, un code électoral qui est très désavoué par les hommes de l'opposition parce qu'ils estiment qu'il y a des dispositions exclusives au sein de ce code électoral, par exemple les 20%, par exemple il y a les dispositions de l'article 92-93 qui ne prévoient pas, selon un membre de l'opposition qui a porté un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, qui ne prévoit pas autant de feuilles de dépouillement qu'autant de partis qui existent. Et ce code électoral, le chef de l'État, le gouvernement, tient à ce que ça soit ce code électoral qui soit appliqué pour les élections à venir, les élections de 2026, les élections générales. Alors, en tant que ministre conseiller en charge de la justice, est-ce que vous ne remontez pas au chef de l'État toutes ces critiques, tous ces griefs que portent les populations contre ce code électoral pour qu'ils, en père de famille, disent « Venez, on va s'asseoir » et quelles dispositions vous voulez qu'on revoie? Revoyons ces dispositions pour que les élections soient une période de fête à laquelle tout le monde se retrouve par rapport aux dispositions, aux règles de compétition qui sont établies. Merci bien. Je voudrais une doléance avant de commencer par répondre à votre question. Oui. Ma doléance, c'est de faire comme je viens de le faire. Oui. De me permettre, parce que ce volet-là est très sensible. D'accord. De me permettre d'aller méthodiquement, je ferai terre à terre. Et si vous avez des questions d'éclaircissement que vous avez tendance à oublier, vous voudrez bien les mentionner. D'accord. Le temps de me permettre donc d'aller méthodiquement pour expliquer à la population. Je vous rappelle que c'est une question de temps. On est sur une émission, donc soyez le plus succinct possible. Non, je vous ai laissé le temps de répéter ce que nos amis d'en face disent à la population pour embrouiller les cartes, pour embrouiller les esprits. Donc, et il m'appartient, en tant que ministre conseiller, donc, de restaurer la vérité. D'accord. Je voudrais faire un petit rappel. Oui. Dans notre pays, juste au lendemain des indépendances, nous avons connu le système donc du monstre à trois têtes. Oui. C'est un bilan désastreux pour notre pays. Le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, est venu mettre fin à ce désordre-là. Vous dites le Bénin est trop petit pour avoir 3 dirigeants. Le pays ayant connu des difficultés économiques, nous sommes allés à la conférence des forces vives en 90. Oui. Mais tout ce que le PPB a laissé n'était pas mauvais. Voilà pourquoi la Constitution de 90 a mis un accent particulier sur l'unité nationale. Parce que lorsque on présente les faits comme si on était dans la cour du roi Péto, ça embrouille les populations. Il faut essayer donc d'aller à la souche pour dire comment on en est arrivé là. La Constitution dit le Bénin est un et indivisible. Le système partisan dit désormais c'est les hommes politiques qui génèrent, qui produisent donc les dirigeants de demain. Mais en respectant strictement la Constitution, en faisant en sorte que aucun président, aucun député, aucun maire ne vienne diviser encore le pays. Parce que si vous le faites, vous n'êtes pas en train de respecter le fait que le Bénin soit un et indivisible. Donc, quand on prend une loi dans ce sens-là, c'est pour sceller l'unité nationale. Je voudrais prier donc nos amis d'en face à faire une différence entre la charte des partis
et un code électoral. Ce n'est pas la même chose. On ne vient pas dire n'importe quoi aux populations. Le code actuel n'a jamais limité le nombre de partis politiques. Jamais. N'importe qui peut se lever et créer son parti. La charte le permet. Même si l'objectif, c'est de réduire au maximum le nombre de partis politiques, la charte n'a pas limité. Mais il y a des conditions pour qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour créer les partis politiques. Parce qu'on était à plus de 200 et quelques partis politiques quand, au lendemain de la conférence. C'était exorbitant. Les politiciens, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, ont tous convenu qu'il fallait diminuer. Mais comment diminuer? Il faut des règles, il faut des normes. Pour que ceux qui ne pourraient pas remplir ces conditions-là, ne créent pas de parti. Oui, c'est déjà ça l'exclusion. Ce n'est pas l'apanage de Patrice Talon. C'est déjà ça l'exclusion. Nous pouvons créer les partis politiques, mais on ne peut pas permettre à 200 partis politiques de gérer le pays. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on a demandé que de grands ensembles se forment. Ceux que vous voyez qui sont de l'opposition aujourd'hui, c'est eux qui ont refusé de se mettre ensemble. Ça les engage. Ils sont libres. Mais il faut assumer pleinement. Mais plus de 100 et quelques partis politiques. J'ai formulé une doléance. Oui. Plus de 100 et quelques partis, 100 et quelques partis se sont mis ensemble pour créer les deux blocs. Oui. Et une vingtaine dit non. Nous ne ferons pas ça. Libre cours à eux. Mais aujourd'hui, c'est clair. Et il faut constater que les Béninois, comme vous le dites là, ont donné des signaux forts pour dire que nous ne voulons pas de beaucoup de partis. La preuve, il y avait plusieurs partis politiques qui étaient allés aux élections législatives. Mais 3 seulement ont pu sortir leur épingle du jeu. Ça, c'est le peuple qui a parlé. Ce n'est pas Patrice Talon. Nous sommes seulement 3 partis politiques aujourd'hui à l'Assemblée. Les Béninois ont donné leur point de vue par rapport à ça. Il ne faut pas être Pythagore pour comprendre. Alors, si le peuple même souhaite que ce soit 3, de quoi on nous parle? Mieux, le code électoral, d'abord, en l'état là, respecte strictement la Constitution. Je voudrais aujourd'hui crever l'abcès, mettre à nu la supercherie de nos adversaires là, en les confondant sur les articles qu'eux-mêmes prennent, pour que le peuple comprenne aujourd'hui qu'ils ne sont pas sincères envers eux-mêmes. Alors, je prends l'article qui parle des 20%. Oui. Lorsqu'on vient dans une communauté qui, la plupart, n'a pas un niveau intellectuel élevé, et qu'on leur dit, vous voyez ce que Patrice Talon et son gouvernement font, pour lever un siège, vous devrez avoir 20%. On a l'impression que c'est 20% des 13 millions que nous sommes. Ce n'est pas honnête. Je voudrais dire ici, il ne s'agit pas de 20% des populations. Et lorsqu'on va à une élection de ce genre, ceux qui sont à même de voter, c'est ceux qui ont 18 ans. Il ne s'agit pas de 20% de ceux qui ont 18 ans. Je suis désolé. Parmi ceux qui ont 18 ans, c'est ceux qui se sont inscrits et qui ont leur carte d'électeur qui peuvent aller au vote. Il ne s'agit pas de 20% de ceux qui détiennent leur carte d'électeur. Encore. Mieux. Le jour de l'élection, vous avez votre carte d'électeur, vous avez 18 ans, vous n'êtes pas allé au vote, vous n'êtes pas contenté par les 20%. Ce qui est ahurissant, c'est quoi? Le jour du vote, les bulletins nuls ne sont même pas considérés. D'accord. En quoi c'est difficile? Nous sommes combien dans cette salle? Dis-moi, si on ne peut pas trouver 20% ici. Non, mais... Quel est le chiffre? Non, je ne sais pas à vous que je pose la question. Oui, mais, mais là, laissez-moi aller. Il faut que je dis que 20%, oui. 20%, on peut trouver 20% de n'importe quel chiffre. Oui. C'est pas ça qui est le plus compliqué. Oui. Ça voudra dire quoi? Quand on prend une circonscription électorale, on a plusieurs communes. Oui. Il n'est pas question d'avoir 20% dans toutes les communes. Moi, je suis des collines, de la 10e, à côté de vous ici. Oui. Ça avec Glazoué Wessé. Si je ne suis pas fort politiquement dans une commune, je suis fort dans une autre commune, puis je suis originaire de la commune. Oui. Je mets le paquet là et j'ai mes 20%. Il ne s'agit non plus pas de 20% par bureau de vote. C'est quand on a fini de faire les élections, on a tout mis ensemble, qu'on essaie de dire, bon, qui sont ceux qui ont les 20%? Ça voudra dire quoi?
je vais demander aujourd'hui à la population, à quelle élection on n'a pas demandé aux populations de sortir pour aller voter? À toutes les élections, on a toujours permis aux partis politiques de faire campagne. Et quand on fait campagne, on demande aux gens de sortir pour aller voter pour moi. C'est ce que la loi dit de faire. Simplement. Il est question que les gens sortent réellement pour aller voter pour leur parti politique. Maintenant, les 20% viennent témoigner de ce que le parti politique en lice a une envergure nationale. Et la preuve de ce que ton parti politique a une envergure nationale, c'est qu'il y a eu des élections et que les gens aient voté pour vous. Maintenant, nous sommes dans une compétition. Il faut des règles. Alors, si on permet à n'importe quel parti, parce qu'il y a une personne qui a voté pour le parti, il est implanté, c'est de... Je ne veux pas sortir le thème, sinon je voulais dire que c'est une masturbation intellectuelle. Il fallait simplement qu'on fixe un quota et que vous atteigniez ce quota-là pour témoigner de ce que vous êtes présent dans la circonscription. Voilà pourquoi il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Pour ça, si vous n'avez pas les 20%, comme le dit la loi, vous êtes exclu. Vous ne pouvez pas lever un siège. Votre parti est exclu sur le plan national. Alors, de quoi il est question? Il est question simplement que le parti politique qui a la charge de diriger le pays doit démontrer suffisamment, démontrer à suffisance qu'il a une envergure nationale pour empêcher qu'un président de la République, depuis son fauteuil, parle aux Béninois pour dire laissez-les venir, je ferai venir les miens de là-bas pour qu'ils se combattent. D'accord. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, monsieur le ministre conseiller. Aujourd'hui, les 20% dont on parle... Il est très important pour moi, à cette étape de la discussion, que je relève un certain nombre de choses pour que ceux qui nous suivent puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit. Quand vous donnez des exemples de 20% qui ne sont pas exigés au niveau de chaque bureau de vote, au niveau de chaque commune, au niveau de chaque circonscription, etc., je trouve que ça n'impacte en rien les 20% qu'on demande sur le plan national. Parce que, toujours est-il que, lorsqu'on finit le vote, on réclame 20%. Pourquoi 20% alors qu'aux élections passées, on était à 10% pour que chaque parti politique puisse avoir puisse valider ses sièges. D'abord, les 10% ne sont pas éliminés. Non, les 10% sont là. Laissez-moi aller jusqu'à la fin. Okay. On était à 10%. Pourquoi on est à 20%? Pourquoi on passe à 20%? Est-ce que vous pensez que... Avec les 10%, on a réussi à réduire, vous l'avez dit, le nombre de partis ayant de députés à l'Assemblée nationale. On est passé à 3 avec 10%. Mais pourquoi vous pensez que c'est encore nécessaire de passer à 20? Parce que vous pensez que vous estimez que les 3 partis, c'est déjà trop, il faut encore éliminer et en arriver à 1 pour parler d'unité nationale. Vous voulez qu'on n'ait qu'un seul parti politique au Bénin qui dirige, c'est ce que vous voulez, vous voulez qu'on retourne à cette Assemblée nationale, le color qu'on a eu avant celle qui est là. C'est ça l'objectif de ce code électoral, parce que à suivre votre explication, on aurait l'impression que le but final, c'est qu'on arrive à avoir un seul parti qui gouverne. Ça, c'est vous qui le dites, c'est votre compréhension, c'est votre démonstration que je vais battre du revers de la main tout à l'heure. Allez-y. Alors, lorsqu'on parle de 20%, oui, alors que c'était 10%, les gens n'avaient pas pu. Je reprends pour dire que les 10% ne sont pas éliminés. Quand on finit les élections et qu'on a fait les compilations, les partis qui ont pu sortir la tête, on essaie de voir si sur le plan national, ces partis-là ont les 10%. Mais ça suffisait. Vous ne pensez pas? Vous avez vraiment du mal à me laisser partir. Mieux, lorsqu'on a fini ça, on vient voir maintenant, vous avez eu 10% sur le plan national, est-ce que vous avez eu maintenant 20% par circonscription électorale? Au cas où vous n'avez pas eu ces 20% par circonscription électorale, et pour vous montrer que le législateur, parce que quand vous dites vous, je ne sais pas de qui vous parlez, mais moi je parle du législateur. Donc, à l'Assemblée. Vous, c'est le parti qui est le plus représenté et qui alors, à l'Assemblée, le législateur est allé plus loin en permettant qu'il y ait des accords parlementaires pour permettre donc aux partis qui n'auraient pas eu partout les 20% de se mettre en alliance pour le faire. Ça voudra dire quoi? Contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas réduire les trois partis qui est le problème.
Mais il y a ces lois-là qui étaient là, et pourtant, on assiste toujours à la création de partis politiques. Et je vous ai dit que c'est pour éliminer, c'est pour empêcher que les gens créent des partis politiques. Mais parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, selon la Constitution, le gouvernement fait un accompagnement aux partis politiques. Tous les Béninois vont commencer par créer encore des partis politiques. Il faut des normes, il faut des critères pour qu'on n'assiste pas à ce cafouillage-là. Oui. Donc, cette partie, elle est totalement impartiale. Et ce n'est pas pour éliminer mais la démocratie dont vous parlez. Vous avez tendance à démontrer que notre démocratie marche, parce que vous avez parlé d'assemblée monocolore. Pourquoi vous pensez que l'indicateur de performance que la démocratie marche, c'est qu'il y a à l'Assemblée opposition, mouvance? Pourquoi? C'est ça la condition pour parler de démocratie? Non. Dans un pays comme le nôtre, pour montrer que la démocratie marche, c'est l'animation de la vie politique qui est importante. Et c'est les partis politiques qui le font. Et tous les partis politiques n'ont pas accès à l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui ont, eux, des députés et des maires. Mais nous en avons à l'Assemblée qui n'ont aucun maire. Ils ont 28 députés. Ils ont combien de maires? De la même manière, nous en avons qui n'ont aucun député, mais qui a un maire. Donc, le baromètre ne saurait être à l'Assemblée. Mais écoutez, il y a des conditions, des critères qui ont été énumérés. Soit vous les respectez, vous êtes là-bas, mais on va à un concours. Quand vous faites le bac, quand vous allez au bac, on dit la note 0 éliminatoire. Vous avez eu 15, 20 partout, et dans une ou deux matières, vous avez 0. Qu'est-ce que le directeur de refusé? Merci beaucoup, monsieur le ministre conseiller. Nous par rapport au code, nous allons avancer. Oui, parce que le code est très important. Il reste le parrainage. Très vite. Il reste le parrainage que vous n'avez pas touché. Oui. Mais je vais répondre à la question que vous avez posée d'abord par rapport au fait de dépouillement. Il ne faut pas aller chercher des histoires là où il n'y en a pas. D'accord. Quelle est l'élection qui se fait au niveau de l'arrondissement? Aucune. Quelle est l'élection qui se fait au niveau de la commune? Aucune. L'élection se fait au niveau des postes de vote. Donc dans les villages, les quartiers de ville. Oui. Là-bas, allez reprendre le code, vous verrez que c'est dit clairement que tous les partis politiques en lice, mais présents, c'est-à-dire représentés, ont les feuilles. Où est le problème? Où se trouve encore le problème? Mais donc, si vous arrivez à l'arrondissement, où c'est tous les villages et quartiers de ville de l'arrondissement qui ont envoyé des feuilles de dépouillement, vous voulez que ceux qui sont retenus pour ça se mettent donc à délivrer à chacun. S'il y a 1000 partis, ils n'ont pas le temps de le faire. Par contre, au niveau de chaque village, vous avez déjà eu l'original des feuilles de dépouillement. Si vous allez à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle pour aller vous plaindre, avec ce document, c'est suffisant. Maintenant, je suppose même que ce n'est même pas possible. Je suppose que ce n'est même pas possible. À cause de ça, il faut boycotter les élections. C'est une mauvaise foi. Ils savent très bien qu'ils peuvent aller avec ces documents-là, originaux, pour aller se plaindre. Maintenant, je voudrais aborder le parrainage. Alors, ils ont dit, dans le code, c'est bien écrit que quand vous êtes candidat aux élections présidentielles, vous devez vous faire parrainer par 15% donc d'élus, maires ou députés. Bon, aujourd'hui, ça fait 28. Bien. Alors, qu'est-ce que le législateur vise? C'est toujours l'unité nationale. Parce qu'on a dit que ceux qui vous parrainent doivent provenir de 3/5 du territoire national. C'est ça qui est dit. 3/5. Donc, quelqu'un qui a rien que des élus dans Cotonou, si on ne met pas cette partie-là, peut aller aux élections. Ce n'est pas possible. Parce que Cotonou, c'est un département. Donc, il doit provenir donc de 3/5. Vous ne voyez pas que c'est pour sceller toujours l'unité nationale? Prenons même le cas du parrainage où ils estiment que ça contraint, ça limite la liberté des élus. Pourquoi on demande aux élus de parrainer, mais avec la caution du chef de parti? Voilà. Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà déjà. Monsieur le ministre, il faut qu'on avance. Mais
Il faut que les populations comprennent. Oui, alors, par rapport à ça, oui. Dans ce pays, jusqu'à avant 2016, quand les gens vont à l'Assemblée, pour un oui ou un non, ils démissionnent de leur parti politique. Pour rejoindre notre... C'est ça qu'on a appelé la transhumance. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils prennent de l'argent au niveau du pouvoir pour faire passer telle ou telle loi contre la volonté donc des populations. Et quand ils sont interpellés soit par la population, soit par leur parti politique, ils démissionnent. Quelle image ça donne à l'homme politique? C'est ça qu'on est venu régler. Cette disposition donc personne n'ira faire du comme ça là-bas. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous avez, j'avais plein d'autres questions sur le secteur de la justice, mais là, nous allons avancer sur le secteur de la diplomatie. Il se dit dans les couloirs de la République que le Bénin est ami avec l'océan Atlantique seul parce qu'il est en guerre avec, ou il ne s'entend pas avec tous ses voisins. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation? Parce que l'océan n'a pas de raison. Ça veut dire qu'on ne s'entend pas avec tous ceux qui ont de l'intelligence. Et comme l'océan n'a pas d'intelligence, on s'entend qu'avec l'océan. Ça, c'est eux qui le disent. Mais au fait, le Bénin, notre pays, aujourd'hui, n'a de problème avec aucun pays de la sous-région. Même avec le Niger? Janvier. D'accord. Janvier. Ce n'est pas parce que nous avons un problème avec Pierre que même étant de la même famille, Paul va se dire non, qu'il a des problèmes avec nous. Alors, pour apprécier les problèmes, il faut aller à la source. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a des difficultés diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Mais c'est parti d'où? Et qu'est-ce que nous avons fait pour en arriver là? Pour en arriver là ou pour normaliser les choses. Ok, d'accord. Très bien. Et quand vous avez votre chef de famille et vos enfants ont des difficultés quand ils viennent à vous, il faut avoir une idée sur ce que chacun vise. Alors aujourd'hui, ce qui est distillé dans l'opinion, c'est quoi? Il y a eu coup d'État au Niger, la CEDEAO a pris une décision, le Bénin l'a appliquée, et aujourd'hui, il y a problème. Oui. C'est ça. C'est ce qui est distillé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé ou pas? Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Lorsqu'on est un pays qui se respecte, oui. On est un pays qui se respecte, on est dans une communauté, oui. Et la communauté prend une décision. Oui. Et vous vous soustrayez donc de cette décision-là, sans démissionner de la communauté. Vous êtes irresponsable. Je suppose un instant que c'est la fermeture de la frontière par le Bénin, sur instruction de la CEDEAO, qui a fâché le Niger. Pas que ça, il y a d'autres facteurs. Maintenant, le Bénin a fait le plaidoyer pour demander à la CEDEAO de revoir les sanctions et a ouvert ses frontières avec notre pays frère du Niger. Oui. Et c'est en ce moment que les dirigeants nigériens ont compris qu'il y a des djihadistes au Bénin. Avant ça, il n'y en avait pas. Avant ça, il n'y en avait pas. Vous voyez? Vous voyez que c'est ridicule. Ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas vu les djihadistes. Pourtant, le monde entier sait que c'est d'ailleurs ça qui a occasionné le coup d'État là-bas. Donc les djihadistes étaient là-bas. Et il y a eu même des attaques au Bénin bien avant ça. Qui venaient d'où? Oui. De là-bas. Le Bénin n'a jamais accusé son frère du Niger, parce que le Bénin a compris que ce n'est pas le gouvernement du Niger qui envoie ces gens-là. Oui, bien sûr. Alors, nous, on ouvre la frontière, et c'est en ce moment que vous trouvez qu'il y a des djihadistes ici. On vous a dit non. S'ils sont là, c'est qu'ils sont venus de là-bas pour venir nous attaquer, pour tuer nos frères. Bien. Mais il faut qu'on se mette ensemble pour les mettre hors d'état de nuit. Oui. Venez constater avec nous. Ça a pris d'autres tournures. Il y a les bases militaires françaises au Bénin. Donc, quand on trouve une solution, il y a autre chose qui vient. Mais ce que nous avons à faire au Bénin, c'est de sécuriser notre frontière. Oui. Nous n'allons pas, parce qu'un pays limitrophe estime que ce que nous faisons là, les problèmes, arrêtez. Parce que il n'y a aucune base militaire française au Bénin. Aucune. Mais nous avons des bases militaires au Bénin. Et nous allons en faire. Nous allons en faire. Parce que c'est pour sécuriser nos populations. Et aucun pays ne peut nous empêcher de faire ça. D'accord. Alors, je vais donner un exemple. Au Point Triple, nous avons connu un événement malheureux où les djihadistes sont intervenus et ont tué plein de Béninois. Oui. Nous avons dit sous tous les toits qu'il n'y a aucune base militaire française.
Si c'était une base militaire française, les gens étaient décimés. Vous avez vu un seul cadavre blanc? Non. Si y en avait, il les aurait montrés. Voilà. Donc, parce qu'on a vu des vidéos circuler. Voilà. Donc, de quoi il nous parle? Nous estimons que, avec le temps, les choses vont se normaliser. Alors, ils vont comprendre que le Bénin n'est pas l'ennemi du Niger, et les peuples vont rentrer en ordre. Mais malheureusement, les choses ne semblent pas s'améliorer parce que ça ne dépend pas du Bénin. Une récente sortie du président nigérien au cours de cette sortie, le président nigérien dit ceci. Le Niger n'ouvrira pas sa frontière avec le Bénin tant que le Bénin continue sa coopération avec la France. Comment vous appréciez... Non, la question qui se pose. Oui. Le Bénin est un appendice du Niger? Je ne crois pas. Le Bénin est un État le problème est réglé. Nous sommes un État autonome, indépendant, libre. Oui. Et le chef de l'État est libre de sa politique. Oui. Nous, Béninois, on ne peut pas aller imposer à un pays limitrophe, frère, avec qui ils vont coopérer. Ça, on ne peut pas le faire. Oui. De la même manière, on ne peut pas permettre qu'un autre pays vienne nous dicter la conduite à tenir par rapport à tel ou tel autre pays. De toutes les façons, le Bénin n'a aucun adversaire, aucun ennemi juré. Nous avons besoin d'ouvrir notre coopération à tous les pays du monde, pourvu que le Bénin soit respecté comme État souverain et indépendant. Mais avec ce que vous dites, est-ce que le Bénin n'a pas envoyé un ambassadeur, un représentant au Niger? Donc, nous n'avons aucun problème avec nos frères du Niger. Seulement, au niveau de la diplomatie, le chef de l'État a fait l'option d'une diplomatie qui, d'ailleurs, nous met à l'avant-garde même du panafricanisme. Oui, à l'avant-garde du panafricanisme. Une diplomatie qui va à la recherche des ressources pour le développement de notre pays, mais en conservant notre dignité. En conservant notre dignité. Et les exemples sont légion. Alors, avant le président Patrice Talon, par exemple, lorsque on veut organiser les élections, parce que ça c'est intéressant, le gouvernement allait demander de l'argent à l'extérieur. Pour l'organisation des élections. Mais lorsque on organise les présidentielles et que vous allez demander de l'argent à un pays frère ou ami, il peut vous imposer un candidat. Parce que la main qui donne commande toujours. Voilà. Et quand il vous impose un candidat, celui-là est élu et c'est le pillage de l'économie qui commence. Le chef de l'État a dit non, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Désormais, nous organisons nos élections avec nos propres ressources. C'est source de dignité. On affirme notre existence. Voilà pourquoi on ne discute plus avec les autres pays avec des idées préconçues. On est un pays sous-développé. Non. Le Bénin fait respecter sa dignité. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes respectés à travers le monde. Au niveau de l'UEMOA, par exemple, nous sommes les premiers. Au niveau de la CEDEAO, nous sommes les deuxièmes. Il faut reconnaître que dans l'intermobilité en Afrique, nous sommes les pionniers. C'est ça qui fait de notre passeport le plus puissant. Et ça, c'est les effets donc de la diplomatie. Parce que je vous ai dit aujourd'hui maintenant que quand les gens disent panafricanisme par là, parce que ceux dont vous parlez qui se réclament de panafricanisme, le Bénin a fait l'option de faire du panafricanisme des temps modernes. Un panafricanisme qui apporte quelque chose à son pays. Mais dis-toi à moi, lorsque je me lève d'ici, je me rends en France, je brûle un passeport, ça apporte quoi au Bénin? Absolument rien. Je quitte ici, je vais en Côte d'Ivoire, je prends un billet de banque que je brûle. Ça apporte quoi? C'est ça le panafricanisme? J'estime que, et ça c'est mon papa qui me le disait quand j'étais jeune, quand tu voudras te marier, mon fils, prie pour que Dieu te donne une femme fidèle. Parce qu'il dit, les femmes qui ne sont pas fidèles, tu n'es pas certain que tous les enfants là sont tes enfants. Et que les enfants qui ne t'appartiennent pas là, c'est lui qui brise les foyers. Un Béninois digne, fils béninois, ne peut jamais aller à l'extérieur crucifier son pays pour dire qu'il y a les bases militaires au Bénin, françaises au Bénin, alors qu'il n'y en a pas. Alors, aujourd'hui, le Bénin est respecté à l'extérieur. On peut dire, mais ce panafricanisme-là apporte quoi au Bénin? C'est l'occasion aujourd'hui pour moi de mettre la lumière sur le rôle que joue la diplomatie dans le développement d'un pays. Quand on fait les routes, vous voyez le ministre en charge. Quand on crée un hôpital,
vous voyez le ministre de la Santé. Mais en réalité, les pays qui sont intervenus pour nous accompagner dans la mobilisation même des ressources, mais sur le plan technique, ces pays ne l'ont pas fait sur coup de tête. Il a fallu qu'il y ait eu des négociations diplomatiques pour que ces pays-là puissent intervenir. Donc tout ce que vous voyez comme développement aujourd'hui, ça provient de cette diplomatie-là. Aujourd'hui, le pays, comme je vous ai dit, est en chantier. Nous sommes un pays respecté depuis l'extérieur aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça, c'est l'œuvre de la diplomatie. Et mieux, ce panafricanisme, aujourd'hui, vous voyez que nos frères qui ont été déportés, les afro-descendants, on leur a permis donc de revenir au pays prendre la nationalité. Ça, c'est du panafricanisme. Parce que c'est quoi le panafricanisme? C'est nous affirmer en tant qu'Africains notre identité et promouvoir notre développement. Donc, rester ensemble. Mais ce n'est pas en créant des difficultés avec les pays qui vous côtoient que vous faites de l'union. Que vous allez montrer une belle image de vous. Lorsque, par exemple, des Blancs sont venus au Bénin et par la force sont repartis avec nos biens culturels, et qu'aujourd'hui, on arrive à faire revenir ces biens culturels sans effusion de sang, ça c'est la diplomatie. Ça, c'est du panafricanisme. Et cette diplomatie, aujourd'hui, le Bénin fait partie donc des pays là qui permettent à nos frères africains de venir au Bénin ou de nous permettre d'aller chez eux sans visa préalable. Et je pense que ça fait partie des points positifs de cette diplomatie. Donc aujourd'hui, tout ce que nous voyons, le pays est en chantier. Ils sont allés jusqu'à dire, par exemple, entre-temps, que un de nos concitoyens, étant au Togo, avait été rapatrié au Bénin ici par des individus inconnus. Je veux parler de frère Mouvi ou Steve Amoussou. Est-ce qu'il s'agissait d'un rapatriement, il s'agit presque d'un enlèvement? D'un enlèvement, tout ce que vous voulez. Mais ça me fait rire. Vous êtes chez vous, tranquillement à la maison, et les bandits viennent vous cambrioler. Ils partent avec vos effets. Ce que vous faites, c'est d'aller à la police porter plainte. La police a ouvert une enquête. Les bandits ne sont pas encore appréhendés. Un matin, vous êtes à la maison, et des individus inconnus de vous, vous présentent le malfrat avec vos effets. Le malfrat accepte que c'est lui qui était venu vous cambrioler avec vos effets. Comme on est dans un état de droit, vous dites, bon, il faut repartir avec mes effets et le bandit. J'irai dire à la police que le bandit à tel endroit, la police a fait son travail régulièrement pour que je prenne mes effets. C'est pas sensible, c'est pas sensé. Alors, ce qu'on fait, pas le parallélisme. Ce qu'on fait, c'est quoi? Ce monsieur dont on parle est parti du Bénin. Voilà pourquoi je vous dis que nous n'avons pas de détenus politiques. Il est parti du Bénin de lui-même. Il n'a pas été pour ça. Il est journaliste. Vous n'êtes pas parti du Bénin? Non. Mais vous n'êtes pas de la mouvance? Je n'appartiens à aucun parti. Voilà. Et vous êtes resté au Bénin? Oui, je suis au Bénin. Lui, sachant que ce qu'il veut faire est mauvais, il a dû se déplacer d'abord. C'est prémédité. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Malheureusement, laissez-moi conclure alors. Quand il a fini de faire son forfait, ce n'est pas le Bénin qui a envoyé des gens le chercher. Il y a eu des démêlés avec d'autres personnes. Et ce sont eux qui sont allés le chercher. Donc, c'est des individus inconnus de nous. Ces individus inconnus ont été jugés et condamnés. D'accord. Donc, en réalité, ça ne devrait pas créer de problème diplomatique entre le Bénin et le Togo. Et le ministre porte-parole du gouvernement du Togo a s'est exprimé sur ce sujet. Il n'a montré qu'il n'y a aucun malaise entre le Bénin et le Togo. Monsieur le ministre conseiller, nous sommes vraiment à la fin. Le temps est très vite passé. Alors, nous allons parler de votre actualité politique. Mais avant, vous étiez directeur général du FAC. Je voudrais plutôt parler de la commercialisation des produits agricoles. Oui, on a malheureusement plus le temps. On va peut-être prendre un autre rendez-vous pour aborder parce que c'est encore un sujet très long. Et si je vous laisse l'aborder, c'est pas évident qu'on finisse. Le temps est très vite passé. Nous sommes en télé. Vous avez été directeur général du FAC, du Fonds d'aide à la culture, du Fonds des arts et de la culture. Et aujourd'hui, vous êtes à une position beaucoup plus en hauteur par rapport à celle d'hier. Mais on vous sait très amoureux de la culture béninoise. On vous sait, vous êtes d'ailleurs un artiste par le passé. Est-ce que aujourd'hui, de votre position, ministre conseiller qui a la charge de la justice et des affaires extérieures, vous agissez toujours
de façon indirecte ou de façon directe en faveur de la culture béninoise, en faveur de ces artistes qui, de par votre passage à la tête du FAC, ont pu se produire, ont pu développer leur carrière. Est-ce que il y a une solidarité gouvernementale que vous oubliez. Le gouvernement, c'est tout. Et il y a un ministre conseiller à la culture et au sport. Oui. Mais si je devrais apporter mon... Puisque chaque semaine, il y a au moins 2 fois que les ministres se retrouvent. Lundi et mercredi. Oui. Et s'il y a des apports que je devrais faire à ce niveau-là, je le ferai puisque, comme vous le dites, je fais partie de la communauté artistique. Donc, je ne peux pas ne pas défendre. Donc, Mais au fait, en tant que ministre conseiller aux affaires extérieures, mais tout ce que je dis là, la diplomatie qui permet au Bénin de s'associer ou de nouer des accords avec d'autres pays, mais il y a le volet culturel. Toujours. Donc ça permet la mobilité donc, des artistes. Absolument. Voilà. Absolument. Alors vous êtes également une personnalité politique, très ancrée dans la 10e circonscription électorale, vous l'avez dit, vous êtes de Ouessé, et vous appartenez au bloc républicain. Dites-nous, quelle est la santé de votre parti dans votre circonscription électorale? Vous voyez, le bloc républicain se porte très bien. Et j'estime même que la santé du bloc républicain, par rapport à la commercialisation des produits agricoles, il y a des phasages. Vous y tenez. J'y tiens. Vous y tenez. Parce qu'au Bénin... Vous y tenez, mais on ne pourra pas aborder ça. Le bloc républicain se porte très bien. Très, très bien. Oui. Récemment, nous avons fait le tour du Bénin pour restructurer nos structures de base, nous préparer donc, nous aguerrir pour les futurs combats qui attendent. Et c'est en cela que j'estime que nos amis d'en face ont quelque chose un retard. Lorsque vous voulez aller à un combat comme ça, vous prenez toutes les dispositions pour remporter, pour gagner. Absolument. Alors, nous sommes en train d'installer nos structures, de restructurer les choses, de nous asseoir, de sorte à pouvoir demander facilement aux populations de sortir pour voter pour nous. Eux, ils sont là, dit, feuilles de dépouillement, code chrysogène. C'est ça qu'on va mener aux élections. Monsieur le ministre. Malheureusement, on ne dit pas, en politique, on ne dit jamais à son adversaire ce qu'il fait de mauvais. Il devra continuer, je les encourage. D'accord, merci monsieur le ministre. Nous allons les battre à plat couture dans les urnes. 2026, jusqu'à présent, on ne connaît pas le candidat du bloc républicain. Est-ce que le bloc républicain aura un candidat? Le bloc républicain aura aux élections. Est-ce qu'il aura un candidat à la présidentielle? On ne va pas aux élections sans candidat. Donc le bloc républicain désignera son candidat, au même titre que l'Union progressiste, le renouveau. Je ne suis pas UPR. Oui. Mais je ne sais pas ce que UPR veut faire, mais je dis le bloc républicain sera présent à toutes les échéances. Est-ce qu'il aura un candidat, le bloc républicain? Mais si le bloc républicain est aux échéances, on va voter pour le vent. C'est pour un candidat et il doit être le nôtre. Alors, est-ce que vous aurez le même candidat? Est-ce que vous aurez le même candidat à la présidentielle avec l'Union progressiste? C'est maintenant que vous posez la bonne question. Oui. Je ne suis pas ici en tant que membre du bureau politique. Mais vous êtes une personnalité politique. Je ne suis pas ici en tant que membre du bureau politique. Oui. Je ne suis pas ici en tant que membre du bureau politique du BR. Oui. Je suis ici en tant que ministre conseiller. Oui. Mais ce que je sais, c'est que en son temps, le peuple béninois et nos militants seront qui est notre candidat à toutes les échéances électorales qui arrivent. On se prépare pour ça. Alors, la même mésaventure que vous avez eue avec l'UDBN semble en train d'arriver à l'UP, le renouveau avec le PRD. Vous aviez en temps noué également une coalition avec l'UDBN qui a également retiré son parti pour vous laisser seul. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que ça ne vous dit pas qu'au niveau des blocs de la mouvance, vous êtes très mal organisé, vous ne parvenez pas à nouer des mariages durables avec vos frères des autres partis politiques? Vous savez combien de partis se sont mis ensemble pour créer les deux blocs là? Vous avez parlé de 100. Plus de 100. Oui. Et vous prenez 2 exemples pour conclure qu'il n'y a pas d'organisation. Si c'est, supposons que ce soit 100, moins 2. Donc, 98, on fait quelque chose et vous pensez que c'est 2 qui peuvent servir. Non, j'estime. Peut-être que je vais prendre le cas de l'arc-en-ciel. Oui. Je ne suis pas membre de l'UPR. Oui. Je ne connais pas les clauses de leur contrat. Mais en tant que Béninois, observateur de la vie politique, moi j'estime qu'avec l'âge que Mbeki a, il doit revoir sa position par rapport à la chose politique au Bénin.
prendre l'exemple du président Soglo, par exemple. Parce que il n'est pas un bon exemple. Oui, en politique, ce que je sais de lui, ce n'est pas lui qui a dit aujourd'hui dans ce pays que le président Yahya Boni avait un gouvernement ventilateur. Ce n'est pas lui. Il cherche quoi avec Yahya Boni aujourd'hui? Il faut être conséquent, responsable de ce qu'on fait. Il faut assumer. Un juriste qui a posé sa signature sur un document et qui aujourd'hui remet ça en cause, il ne m'appartient pas donc d'en parler. Mais moi, en tant qu'individu, j'ai besoin d'idoles. J'ai besoin de références. Parce qu'il est plus âgé que moi. Si on me met en face Soglo, Ongweji, Amoussou et autres, c'est tout sauf Ongweji. Je veux ressembler à tous sauf lui. Parce qu'il n'est pas un exemple. Pas du tout. D'accord. Quand on a un certain âge, il y a un comportement qu'il faut avoir dans un pays pour qu'il y ait la paix. Merci beaucoup, monsieur le ministre conseiller. Vous avez été nommé par le chef d'État Patrice Talon et vous a fait confiance. Et quel est votre mot à son endroit? Non. Dans les temps jadis, lorsqu'on nomme un ministre, vous les voyez à travers leur localité, festoyer, remercier le chef de l'État pour avoir fait ça. Vous n'avez jamais vu un ministre de Patrice Talon faire ça? On n'est plus dans ce schéma-là. Le Bénin a dépassé cette étape-là où on utilise les ressources de l'État pour aller faire le culte de la personnalité. On a fini avec ça. Oui. Le chef d'État m'a fait confiance. Il m'appartient à moi de mériter cette confiance. Et je suis dans mon rôle. Avec des éléments clairs, imperturbables. D'accord. Vous ne m'avez pas permis de parler développement aujourd'hui. Et je voudrais revenir par le développement parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, que l'opposition paie en noir, mais il faut apporter la preuve de ce qu'ils ne sont pas sincères. Vous voyez le président Soglo, qui n'est pas de la mouvance, lorsqu'il sort, il voit quelque chose qui est bien fait, il le dit. Mais des gens qui sont à l'Assemblée, qui estiment que tout est mauvais, y compris le budget qui va leur payer leur salaire, qu'ils vont chercher, ils estiment que c'est mauvais. Ce n'est pas conséquent. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre conseiller. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est la fin de cette émission. Vous avez suivi de bout en bout. Vous avez certainement eu du plaisir à nous suivre. C'était dense, c'était immense. Il y a eu beaucoup d'explications, il y a eu beaucoup d'attaques aussi. Il y a également eu beaucoup de points qu'on aurait pu aborder, mais le temps ne nous a pas permis. Nous allons prendre notre rendez-vous avec le ministre conseiller en charge de la justice et des relations extérieures, monsieur Gilbert Deoumale. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.